Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, le jour d'après, la décision de la Banque centrale américaine, une décision qui provoque un soulagement visible sur les marchés, avec des marchés actions en Europe qui bondissent assez nettement, des hausses de 1,5 à 2% qu'on peut observer sur les indices actions européens. Le marché obligataire reste tendu, mais on n'a pas vu d'explosion à la hausse des rendements obligataires après la décision de la Fed hier soir, et même sur le front des devises. On tente de se stabiliser avec un euro-dollar qui se stabilise autour de 1,06 actuellement. Jérôme Powell qui a choisi de ne pas être plus agressif que ce qui était attendu, et ce qui est déjà un signe de modération relative dans une ambiance qui reste bien sûr celle de la normalisation accélérée des politiques monétaires à travers le monde. 50 points de base délivrés comme prévu hier par la Réserve fédérale américaine, sans doute encore 50 points de base pour le prochain meeting et peut-être encore pour celui d'après, mais tout ça est déjà bien anticipé par les marchés. Et puis sur la réduction du bilan, qui est le nouvel outil qui entre en jeu pour la normalisation de la politique monétaire américaine, là aussi les choses vont se faire de manière peut-être un peu plus progressive que ce que certains craignaient. La réduction du bilan va commencer à un rythme modéré dès le 1er juin et puis montera en puissance sur les mois suivants pour atteindre un rythme de croisière à partir du mois d'août de 95 milliards de dollars de non-réinvestissement. Une réduction passive du bilan de la Banque centrale américaine qui tourne autour de 9 000 milliards de dollars aujourd'hui. On en parlera dans quelques instants avec Frédéric Ducrozet chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence. Et puis du côté des entreprises, on est toujours en pleine période de publication de résultats et c'est très intéressant de voir les réactions de marché et de voir là où vont les intérêts des investisseurs à ce stade. Un des gros intérêts pour le marché aujourd'hui, c'est Airbus qui a très bien publié et qui annonce une remontée de ses cadences de production pour faire face au carnet de commandes. La production de l'A320 notamment va être considérablement remontée dans les prochains mois et les prochains trimestres. Le titre Airbus, qui a évidemment beaucoup souffert et qui n'est pas encore revenu sur ses niveaux pré-pandémiques, signe la plus forte hausse du jour à Paris et en Europe avec une hausse de 6-7% actuellement. Et puis à l'inverse, les marchés se désintéressent de plus en plus des valeurs qui ont profité à plein du boom Covid ces 2 dernières années. L'exemple du jour, c'est Zalando, un des emblèmes du e-commerce européen sur la partie textile, habillement. Zalando a connu sur le premier trimestre, pour la première fois de son histoire, une baisse de son chiffre d'affaires d'1,5%. Le commentaire de la direction générale de Zalando est assez simple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs ne veulent pas acheter de la mode. Évidemment, ça pénalise le business de Zalando, c'est son principal business aujourd'hui. Et le cours de bourse, évidemment, reflète cette situation renversée désormais, puisque le cours de bourse de Zalando, qui avait plus que triplé entre mars 2020 et juillet 2021, est désormais revenu sur ses niveaux de mars 2020. Voilà donc pour la toile de fond du jour sur les marchés. On en parle dans un instant avec nos invités en plateau et en visioconférence. Oui, pas mal de publications encore aujourd'hui, au lendemain de la décision de la Fed, et tout ça entretient une forme de soulagement sur les marchés actions en Europe. À mi-journée, les infos clés avec Alix Nguyen. Le CAC connaît un franc rebond à la mi-journée dans le sillage de Wall Street qui recevait hier, non sans un certain soulagement, une hausse des taux de la part de la Fed conforme aux attentes. Et si l'institution reste ferme, le ton s'est fait moins agressif que redouté. Jérôme Powell s'est contenté d'annoncer une hausse d'1 demi-point, écartant pour l'heure l'hypothèse de relèvement plus important. On retient par ailleurs que le président de la Fed s'est attelé à convaincre les investisseurs qu'un atterrissage en douceur de l'inflation était possible, et ce, sans nécessairement casser la croissance. Aujourd'hui, en Europe, le marché sera attentif à l'attitude de la Banque d'Angleterre. À 13h, l'institution devrait annoncer une nouvelle hausse de taux pour atteindre un niveau jamais vu depuis 13 ans. Une hausse de 25 points de base est anticipée. La séance se fait aussi au rythme des publications trimestrielles, puisque pas moins de 6 entreprises nous font part de leurs résultats. Le titre d'Airbus décolle sous l'effet de résultats financiers records et d'un accroissement exceptionnel de sa production
production d'avions. Dans les 3 ans qui viennent, le constructeur va augmenter de 50% la cadence de fabrication de l'A320. Du vert aussi pour ArcelorMittal. Le groupe fait état de résultats en progression, notamment du fait des hausses des prix. Il a cependant prévenu s'attendre à un léger recul de la consommation mondiale de l'acier cette année. Stellantis grimpe après l'annonce d'une croissance de 12% de son chiffre d'affaires à 41,5 milliards d'euros au premier trimestre. Même tonalité pour Legrand, l'équipementier électrique confirme ses objectifs financiers après avoir publié des comptes supérieurs aux prévisions en dégageant un bénéfice net en hausse de 13,3%. Idem pour Société Générale. Au premier trimestre, le groupe a fait mieux que prévu et publie des revenus en forte hausse. Il profite notamment de la montée de ses activités marché et des taux d'intérêt en hausse, et ce malgré l'impact de la guerre en Ukraine. Et puis à contrario, Crédit Agricole chute. Au premier trimestre, la banque voit son résultat publié reculer de près de moitié à 552 millions d'euros, où le résultat mécanique du provisionnement de prudence appliqué par le groupe sur sa filiale en Ukraine, mais aussi sur ses portefeuilles de prêts liés à la Russie. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc Frédéric Ducrozet qui nous rejoint pour entamer cette émission en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Jérôme Powell semble estimer que le niveau d'agressivité, la vitesse de normalisation de la politique monétaire américaine embarquée à travers la communication de la Fed et le pricing de marché, les anticipations des investisseurs, ce niveau d'agressivité semble suffisant aujourd'hui Frédéric. Quels sont les enseignements clés que vous retenez de la communication et de la décision de la Fed hier soir ? Je pense qu'on peut commencer par prendre un peu de recul. On est soulagé sur les marchés du fait de la décision de la Fed qui n'a pas été plus agressive que prévu. On n'a pas eu une hausse de 75 points de base ou des discussions autour d'une hausse plus importante, alors que c'est déjà une hausse de 50 points de base qui est la première fois qu'on a ce type de mouvement depuis 22 ans. Donc prenons un peu de recul. On a effectivement un peu de soulagement sur les marchés qui est bienvenu. Le fait également que James Bullard n'ait pas, lui non plus, voté pour une hausse de taux plus importante, ça a aidé à calmer un petit peu les anticipations. Mais je crois que c'est le choix non seulement intelligent quelque part, mais aussi indispensable pour que la Fed, justement, puisse continuer de monter les taux de 50 points de base à chaque meeting. Pour qu'elle puisse le faire, il faut que le ralentissement économique soit contenu, limité, qu'on évite évidemment une récession, que les marchés ne corrigent pas de trop. On sait également que la Fed a une tolérance probablement plus élevée aujourd'hui à une correction de marché, mais pas non plus illimitée. Donc si Powell avait été vraiment très agressif et si on avait eu une très mauvaise réaction de marché, je pense que c'était contre-productif pour la Fed dans son intention, encore une fois, de normaliser graduellement, donc ongoing rate increases, comme le communiqué le stipule, de manière régulière, jusqu'à aller le plus vite possible à ce que la Fed estime être un point neutre pour l'économie. Il y a le pricing de marché. Le budget de hausse de taux, de resserrement anticipé par les investisseurs est déjà conséquent, mais il y a également cet espoir, hein, et on en parle souvent avec certains de vos confrères, Frédéric, l'espoir qu'à un moment, la Fed pourra marquer une pause peut-être dans sa normalisation ou baisser encore peut-être d'un ton l'agressivité, passer peut-être à un rythme de hausse de taux non plus de 50, mais de 25 points de base, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait permettre ce scénario ? Est-ce qu'on peut imaginer que la décélération du cycle américain, qui est déjà visible et qui est attendue par beaucoup, avec le resserrement des conditions financières de marché, est-ce que ça peut être suffisant pour ramener l'inflation à un niveau qui serait moins stressant pour la Banque centrale américaine ? Ce débat va nous accompagner toute l'année, puisqu'on ne le saura qu'une fois arrivé de l'autre côté de la chambre. C'était l'image de Janet Yellen également, que quand on ne sait pas jusqu'où la Fed peut aller, comme dans une chambre obscure, il faut marcher les bras en avant jusqu'à ce qu'on touche le mur de l'autre côté. On ne sait pas jusqu'où la Fed doit aller, à quel rythme, c'est la réalité. Elle ne peut pas être transparente et honnête à ce point-là. La Banque centrale vous dit qu'effectivement, elle a toujours une influence sur l'économie, mais la justification de Powell hier est un petit peu fragile, hein. Il faut vraiment essayer de ralentir, notamment le marché du travail, mais pas trop, puisque si on fait au contraire augmenter le taux de chômage, on peut risquer une récession. Donc on marche sur une ligne très fine
est très fragile. La réalité, honnêtement, pour prendre un autre banquier central ce matin, Fabio Panetta à la BCE, c'est que la BCE, comme la Fed, comme d'autres banques centrales, ne peuvent pas régler le problème d'un choc externe d'offres, ne peuvent pas régler évidemment la guerre en Ukraine, ne peuvent pas régler les problèmes d'approvisionnement et de chaînes de production qui sont aujourd'hui affectés par les problèmes en Chine, etc. Il y a beaucoup de choses que ces banques centrales ne peuvent pas faire. Il leur faut donc deux choses. Je pense une communication équilibrée comme celle qu'on a eue hier et probablement un peu de chance, parce que c'est toujours effectivement une variable qui fait partie de l'équation. Il faut que ce ralentissement de l'économie et ce durcissement des conditions financières, comme vous le dites, soit significatif, mais pas trop important. Et je pense que le calibrage, en tout cas notre estimation, notre disons, confiance dans les banques centrales à pouvoir calibrer et un réglage fin de ces conditions financières exactement optimales afin d'arriver à cette inflation de 2%, nous avons tendance à le surestimer. Et il va falloir qu'il y ait effectivement aussi un petit peu de chance pour que les banques centrales atteignent cette cible et que l'inflation ralentisse. Les propos de Fabio Panetta sont intéressants. Donc, membre du directoire italien de la Banque Centrale Européenne, il est en charge notamment des opérations de marché, Frédéric. Et effectivement, il reconnaît que l'économie européenne est en stagnation, au point mort aujourd'hui, au moment où on se parle. Dans le même temps, il semble adhérer, lui aussi, désormais, à l'idée qu'il faut néanmoins sortir des taux négatifs, arrêter les achats nets. Et de ce point de vue-là, il se rallie d'une certaine manière à la frange faucon, au quiche de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Oui, parce que tous les banquiers centraux, je pense, Colombe comme Faucon, sont d'accord sur un point qui a été martelé, qui est de plus en plus clair depuis les réunions à Washington du FMI. Je pense que c'est un tournant important où tout le monde s'est retrouvé là-bas et s'est dit qu'il était temps d'agir. Ils sont d'accord sur un point, c'est que la crédibilité des banques centrales et leur volonté, j'allais dire politique, de réagir à cette situation d'inflation qui n'était pas connue et pas anticipée il y a 6 mois, elle est indispensable pour une raison, c'est que si on a un emballement qui est encore une fois hors du contrôle des banques centrales dans une large mesure sur l'inflation et sur les salaires et sur les anticipations d'inflation, donc des effets de second tour, c'est une situation qui sera difficile à contrôler et dans laquelle il faudra pour le coup probablement générer une récession pour que l'inflation se calme à nouveau. Pour éviter ce scénario-là, c'est quelque part une situation qui n'est ni une analyse qui n'est ni Faucon ni Colombe, c'est une analyse objective. Il faut éviter ce cas de figure qui est beaucoup plus grave que celui dans lequel on est aujourd'hui. Et dans ce cas-là, les banques centrales doivent, au minimum en termes de communication, d'intention, être très claires sur leur capacité à freiner de tels dérapages. On ne le voit pas aujourd'hui. Au moment où on se parle, on a un discours du chef économiste de la BCE, Philippe Lane, qui dit qu'effectivement les salaires augmente, mais n'accélère pas au-delà de 3% en zone euro. Donc je pense qu'encore une fois, l'argument que la zone euro est dans une situation très différente d'un point de vue de la croissance et de l'inflation des États-Unis, il est toujours valable. Et c'est pour ça aussi que Fabio Panetta reste, selon moi, quand même dans la frange Colombe, ne serait-ce parce qu'il veut attendre le mois de septembre avant d'agir sur les taux d'intérêt. Oui, et la prochaine réunion paraît déjà très loin pour la Banque Centrale Européenne. C'est vrai qu'il y a un écart très important là, entre le meeting de la Fed hier et celui de la BCE qui se tiendra donc le 9 juin prochain. On aura la décision de la Banque d'Angleterre d'ici quelques minutes, bien sûr. Hausse de taux attendue là aussi du côté de la Bank of England. Frédéric, si on regarde la partie marché, quelle lecture vous faites alors de ce qui est un soulagement assez visible, On n'a pas vu les taux exploser à la hausse. On voit le dollar qui se stabilise sur des niveaux fermes, très, très élevés bien sûr, mais qui arrête de s'envoler. On voit des marchés actions qui sont soulagés également. Est-ce qu'on peut capitaliser un peu sur ce soulagement de quelques heures pour l'instant ? Ce qu'on voit dans ce rebond en termes de flux, y compris depuis l'Asie, cette nuit, c'est un manque de conviction évident. On a un soulagement et peut-être probablement une couverture d'un certain nombre de positions qui étaient short, inquiètes. On avait eu des tensions sur les taux d'intérêt, sur la volatilité et un certain nombre de marchés avant la décision de la Fed. Donc soulagement de court terme, je pense, qui manque d'élan et de conviction. Ne serait-ce que, d'abord, le contexte dans lequel on est, tout ce qu'on vient d'évoquer n'est pas propice à des résultats et des marges notamment qui continuent de compenser les déceptions et les risques qu'on a par ailleurs. On a, vous l'avez cité dans des cas de figure précis, mais malgré tout des déceptions sur un certain nombre de résultats et d'entreprises qui forcément reflètent la situation notamment en Europe. Et puis deuxièmement, c'est des marchés qui sont parfaitement bien pricés, je pense, en termes de risque de taux. Donc le moindre soulagement, effectivement, permet
si vous voulez, des valorisations et des ratios de price earning notamment sont complètement alignés avec des taux réels aujourd'hui aux États-Unis. Si d'aventure la Fed doit malgré tout en faire plus, on revient à la position initiale et au début d'année et aux inquiétudes qui continuent de dominer quand même ces marchés actions. Donc je pense que tant qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur l'inflation aux États-Unis et sur, comme vous l'avez dit, le rythme de hausse de taux après l'été, disons que les 50 points de base d'hier et les prochains 50 points de base sont quasiment acquis. Si la Fed revient à un rythme plus modéré de 25 points de base, alors oui, cette dynamique de marché peut redevenir enfin plus favorable, notamment pour tout le secteur de la tech et des valeurs de croissance. Bon. On continue d'avancer à tâtons dans cette chambre noire. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Oui, on est dans la chambre noire, comme le décrivait donc Janet Yellen, secrétaire au Trésor américaine, mais nos yeux s'habituent à l'obscurité d'une certaine manière. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau, comme tous les 15 jours, le jeudi, pour analyser et discuter des stratégies de marché. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Directeur général de Kipling Finance. Oui, parfois les yeux s'habituent quand même à l'obscurité. On a l'impression, ce soulagement au lendemain de la réunion de la Fed, qui était une réunion très importante. On avait des niveaux de volatilité quand même très importants à la veille de cette réunion. On voit une forme d'apaisement. Donc, un peu la même question. Est-ce que c'est un apaisement de court terme ou pas, on verra. Mais déjà, c'est un signal intéressant. Oui, c'est un signal très intéressant. En ce qui nous concerne sur le CAC, j'ai repris un petit peu le graphique. Hier, on était à 6400 points. C'était le niveau de fin mai 2021. Et puis, on l'a retouché en octobre, avant les publications. Et après, on a eu un rallye. Et on est revenu le casser 2 fois cette semaine. Il y a d'abord eu le flash crash. Et puis, on a eu hier cette crainte et cette panique des investisseurs avant le communiqué final de la Fed et l'intervention de Jérôme Powell, qui ont appuyé sur les marchés pendant le fixing de clôture. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi ? Écoutez, j'aimais votre expression, on était face à un mur de crainte et on a franchi le premier obstacle. Alors il nous reste d'autres obstacles à franchir. La Chine, le confinement et le ralentissement. Le sujet très grave que représente l'Ukraine, effectivement, et la Chine, les conséquences avec les matières premières, et puis comme ça vient d'être dit par Frédéric à l'instant, toujours ces problèmes d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises. On va les franchir tous. Alors une fois qu'on a dit ça... Oui, c'est-à-dire que sur tous ces sujets, ça peut toujours être pire, mais ça peut aussi s'améliorer. Voilà, c'est-à-dire que, et ça s'améliorera. C'est une évidence. Ce qu'on ne peut pas savoir, ce qui n'est pas évident, c'est le jour, la date. Peut-être qu'on aura cette bonne nouvelle qui vient d'être évoquée, de voir à un moment la Banque centrale américaine nous dire, alors qu'on redoutait 0,75 voire 1% pour les plus agressifs, ouais. Et puis finalement c'est le niveau auquel on était rendu, 0,50. Et puis peut-être qu'à un moment on aura aussi une bonne nouvelle, peut-être qu'on aura eu le pic d'inflation derrière nous, peut-être qu'on aura les mid-terms qui rentreront en ligne de compte et qu'il faudra quand même pas briser la croissance, ne pas rentrer en récession, et qu'on pilotera l'inflation et la croissance, alors que le discours précédent, c'était que l'inflation et uniquement l'inflation. Dans ce contexte-là, on n'a jamais eu autant de pessimistes sur les marchés depuis 30 ans. Les valeurs, on a eu le luxe bashing, on a les techno bashing. Frédéric le dit aussi à l'instant, peut-être qu'un jour on verra le retour en grâce des technos. Et ben nous, on n'attend pas forcément ces moments-là. Aujourd'hui, un investisseur qui se dit je viens d'avoir un capital où j'avais fait des liquidités, est-ce que c'est pas le moment ? Écoutez, quand vous avez des Dassault Systèmes, ASML, ST Micro ou Téléperformance qui ont énormément corrigé, entre 17 et 22%, eh bien, vous pouvez faire une demi-position. Le redémarrage, aujourd'hui, on ne peut pas se fonder sur la hausse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Ce n'est pas un changement de condition des marchés. Mais
ce sont quand même des points d'entrée qu'on ne reverra pas, qu'on regrettera de ne pas avoir exploité dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut aussi que les investisseurs se disent que la période où on regardait son portefeuille et que tous les 3 mois, il prenait 3 ou 4% ou 5%, c'est peut-être un peu révolu. Il faut peut-être revenir à des règles un petit peu plus classiques où on achète pour du moyen terme, pour du long terme, et que ces cours-là sont des cours intéressants. Ceux qui veulent, et on l'a évoqué déjà, ce matin, on a la chute de Crédit Agricole. Crédit Agricole, C'est la seule baisse du jour, d'ailleurs. la seule quasiment. baisse du jour. Ouais. Mais du coup, ça l'a fait basculer dans les valeurs dont le rendement est supérieur à 10%. Donc 10% de rendement sur Crédit Agricole, ça a été expliqué à l'instant par Alix. C'est des provisions sur la Russie, c'est pas quelque chose de structurant, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera pendant 5 ans ou pendant 2 ans. Donc, acheter du Crédit Agricole qui chute aujourd'hui, sur lequel on a un dividende 2022 qui offre 10% de rendement, Même si l'action fait rien, même c'est si déjà l'action pas mal, ne fait rien, c'est c'est déjà pas mal. il y a un début de commencement de quelque Bien chose sûr. de sympathique. Voilà. Et puis derrière, sur des valeurs américaines, là aussi, sur les technos, on peut revenir après le gadin hier d'Amazon, hier ou avant-hier Ouais. d'Amazon. Moi, je me souviens qu'au mois d'août 2021, on a eu exactement le même phénomène. Une baisse brutale du cours. On l'avait mis à profit au mois d'août pour acheter Amazon. Et puis le titre avait rattrapé ce gadin. Donc, acheter de l'Amazon aujourd'hui, le lendemain d'une publication qui a déçu et un titre qui a été fortement survendu, pourquoi pas? Et derrière, aller sur Alphabet, Google, aller sur Apple, sur Microsoft, et plus largement, vous évoquiez les bons résultats d'Airbus. Ouais. Les analyses d'Airbus que je lis ce matin, c'est des objectifs de cours à 130, 145 euros. C'est-à-dire les niveaux d'avant la pandémie. Ça fait partie de ces valeurs industrielles qui restent encore à mi-parcours Exactement. du niveau qu'elles avaient avant le mois de mars 2020. Donc, du potentiel. Et puis, les cycliques qui ont corrigé. Schneider qui a corrigé. Ouais. Saint-Gobain qui a corrigé. Ouais. Safran, ça va un petit peu avec Airbus via le secteur aéronautique qui a le vent en poupe, on le sait, depuis très, très nombreux mois. Et puis, vous avez toujours ces valeurs Total, Safran, on l'a évoqué, Air Liquide et bien d'autres. Et puis pour revenir à Crédit Agricole, ceux qui veulent continuer de jouer des valeurs de rendement, on peut trouver avec du Stellantis. Vous avez 4-5 valeurs aujourd'hui qui vous offrent entre 7 et 8% de rendement. Vous avez du Stellantis, de l'Engie, de la BNP, et on l'a cité, Crédit Agricole au-delà de 10. Et même en dessous, vous avez des AXA et des Total qui offrent autour de 6%. Vous le répétez depuis un moment, effectivement. Il faut regarder quand même la partie rendement dans ce marché. Il faut regarder dans ces marchés un petit peu volatiles, un peu stressants. Il faut regarder le rendement quand même. Et puis, c'est un parachute et c'est une ceinture à la baisse. Oui, ça Donc, permet de dormir tranquille. Ça permet de dormir un peu plus tranquille. Donc voilà, on est dans un marché où on se dit, le pire n'est pas certain. La baisse n'est peut-être pas... On n'a peut-être pas vu le point bas de la baisse hier en cassant... momentanément les 6400 points, mais en tout cas un marché qui est au même niveau qu'il y a 1 an, un marché où finalement les publications sont supérieures aux attentes dans 80% des cas sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quand elles sont sanctionnées, on les analyse et est-ce qu'on vend et est-ce qu'on se reporte sur d'autres choses. On a des titres qui ont formidablement bien fonctionné depuis le début de l'année, comme Thales. On prend une partie de nos bénéfices, on vend la moitié de la position et on réarbitre sur des Mercedes-Benz, sur des titres qu'on vient de citer, que ce soit l'automobile avec Stellantis avec le dividende, que ce soit des industriels avec Michelin, Saint-Gobain, etc. Il y a plein d'opportunités et de choses à la faveur de ce premier obstacle franchi qui nous font dire que dans 6 mois, dans 1 an, on en aura franchi d'autres. On ne sait pas encore lesquels et ni dans quel ordre, mais en tout cas, ça aiguise notre appétit. Oui, c'est ça. Sortons un peu de la logique tactique à la petite semaine. Oui. C'est le moment où il faut justement, et alors on le répète assez souvent, et c'est vrai que ça paraît une évidence, puisque les marchés actions, c'est des actifs risqués, il faut avoir des horizons de temps longs, d'investissement. Plus vous êtes investi longtemps, plus vous baissez justement le risque que vous avez de perte au final sur ces marchés actions. On le répétera jamais assez, mais typiquement, vous dites, là, c'est un moment où il faut personne ne sait quand ces sujets s'éclairciront, pour dire les choses. Il faut donc se projeter au-delà
en ayant une vision constructive. Et c'est le moment de construire des portefeuilles qui seront peut-être des portefeuilles dont on récoltera les fruits d'ici 1 an, par exemple. Oui. En prenant un délai d'1 an, je pense qu'on est relativement prudent pour pouvoir profiter de mouvements de marché et de hausses de marché. Parce que quand on dit qu'on est sur le niveau d'il y a 1 an, on a eu des sommets et puis on a eu des chutes très vertigineuses. Donc ça s'est fait dans un range de 1500 points quasiment. Donc il y a des opportunités, en tout cas sur les niveaux de cours actuels, pour quand même avoir moins peur qu'on ne pouvait avoir peur il y a quelques jours. Donc c'est un buy-in mai. En fait. Oui, on a eu le sale en février. Oui, c'est ça, on a eu le sale en janvier. Oui, c'est ça, donc, ça a commencé sur pourquoi ne pas, pour une fois, être en buy-in mai au lieu d'un sale in May and go away. Bon, regardons, les thématiques de rendement, effectivement, là, sur les marchés actions, c'est quand même quelque chose qui permet de traverser ces périodes où on manque de visibilité sur des sujets. Il faut faire des hypothèses, et ces hypothèses sont compliquées à faire, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan sanitaire en Chine, etc. Et donc, il faut regarder à travers et se projeter au-delà. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, qui était à nos côtés en plateau, qu'on retrouve tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi, évidemment, comme chaque jour, à partir de 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.